que ce qui a été fait ici, c'est considérable. Ça a été fait avec passion, c'est fait avec soin, quoi, je veux dire. Alors, on est à environ, bon an mal an, 15-18 bénévoles à peu près, hein, dont 7 entre guillemets permanents, ceux qui sont réguliers. Et c'est évident que sur les bénévoles, on n'aurait jamais fait tout ça. Alors nous sommes ici dans le bâtiment voyageur de la compagnie des chemins de fer de Semur-en-Vallon. Donc ce bâtiment voyageur a été entièrement construit par les bénévoles. Pour la petite histoire, quand on avait voulu faire cette gare, on avait fait faire des devis et il y en avait pour plus de 250 000 francs à l'époque. Bien entendu, le budget de l'association ne pouvait pas assumer une telle somme, donc il avait été décidé de faire la gare. Les bénévoles feraient la gare, et pour payer le matériel, d'aller entre guillemets pleurer les sponsors, donc les entreprises qui puissent nous aider et en plus récupérer comme le fait toujours l'association. Alors l'image de ce bâtiment, le plan de base, et que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, l'espace donné a été donné comme si c'était une petite gare qui aurait servi autrefois. Quand on a inauguré cette gare, c'était donc en 1995. 1995, donc on avait commencé à faire du chemin de fer autre que le petit train d'origine en 81. Hein, le petit train a commencé en 72, c'était un petit train ordinaire, enfin, tout simple, et on a commencé vraiment à faire du chemin de fer en 81. Et à partir de 81, on a marqué sur une feuille de papier, chaque jour où on travaillait, le nombre d'heures passées. En 1995, quand on a inauguré la gare, on était à 20 000 heures écrites. 20 000 heures. En 1981, 1995, on avait fait 20 000 heures de travail écrites, sans compter toutes celles qu'on n'avait pas écrites, qu'on avait fait. Et je ne parle pas d'exploitation, je parle de construction. On est là tous les samedis de l'année, sauf quand même en août et en général on déborde en septembre. Hein. Mais sinon on est là tous les samedis de l'année, absolument tous les samedis. Ça c'est pour travailler. Les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui ici, donc ça c'est des gens qui sont retraités, en moyenne ils y passent la moitié de leur semaine, en moyenne, hein, dans une année. On est là également un dimanche sur 2 pour exploiter, donc du 1er mai au 30 septembre. Voilà un petit peu pour donner des chiffres et vous situer à peu près la somme de travail que ça représente. Pour faire partie de l'association, il faut être motivé, il faut être passionné. Hein, celui qui n'est pas passionné par le chemin de fer, c'est pas la peine de se présenter parce que c'est quand même un monde à part. C'est comme celui qui aime les bateaux, celui qui aime les avions, celui qui aime le vélo, c'est une chose, c'est une passion. Alors, dès lors qu'on est passionné et qu'on a l'esprit de camaraderie, de bonne entente, tout vient tout seul. Hein, c'est ça. S'il n'y a pas un chef quand même, un chef ou plusieurs chefs du moins qui guident l'esprit de la passion, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Ma passion, moi, vient du chemin de fer surtout, bon, en ce qui me concerne. Moi, mes parents, mon père était poseur de voies en 1930 et ma mère était garde-barrière. Alors j'ai eu la chance de vivre encore avec eux jusqu'à l'âge de 22 ans. Ensuite on s'est quittés, je me suis marié, et puis bon, ben, mes parents n'ont pas survécu bien longtemps après. Mais j'ai tellement vécu un moment avec eux, au bord du chemin de fer, que les lignes de chemin de fer, je les connais, et
le virus m'a pris, quoi. C'est de la voie étroite, mais qui ressemble à la voie SNCF, hein, la voie normale. C'est ça la passion. Ça vient de la jeunesse, ça vient de l'adolescence, ça vient d'aimer quelque chose. Bien, je vous amène ici dans un lieu que le public ne fréquente pas. Et dans ce lieu, on stocke tout ce qu'on peut récupérer dans les entreprises. Que ce soit des boulons, des vis, des pièces diverses, ce que vous pouvez voir. Mais que ce soit aussi du matériel plus lourd qui a l'avantage d'être sauvé de la ferraille. Puisque le but, c'est quand même bien de sauver le matériel. Évidemment, il n'est pas très beau en ce moment. Mais il est au moins sauvé, il est en attente de restauration. Dans les étagères que nous parcourons là, on trouve de tout, c'est la vraie caverne d'Ali Baba. Mais pour les bénévoles qui travaillent, c'est une source inépuisable. Et comme les moyens de l'association sont faibles, eh bien c'est avec ce matériel de récupération que nous pouvons travailler. Et puis donc tout le gros matériel que vous pouvez voir, qui est ici entremêlé avec tout un tas de choses, mais qui nous permet de travailler et de faire évoluer l'association. Donc au centre de ce bâtiment, égaré là sur les voies, du matériel type locaux diesel, hein. On trouve des locaux type campagne, du matériel Oresten et Coppel, du matériel Deutz, du matériel de Coville évidemment. Et tous ces matériels donc, ont été sauvés de la ferraille. Ils sont dans leur état complet, mais bien entendu ils ne marchent plus à l'heure actuelle. Donc le but, c'était bien sûr de les empêcher d'être ferraillés. Et puis dans un second temps, quand les bénévoles auront un peu plus de temps disponible, c'est de restaurer ce matériel dans son état d'origine et donc le refaire marcher. Le refaire marcher à la tête de train éventuellement, qui pourront transporter des visiteurs. Notre première recherche de matériel, c'était 1972, donc ça fait bientôt 30 ans maintenant.
À l'époque, on n'avait pas trop eu d'initiative, si ce n'est qu'on avait été chez le ferrailleur du coin, et puis qu'on avait trouvé ce type de matériel, parce qu'il y a 30 ans, on en trouvait abondamment chez les ferrailleurs. Par la suite, c'est devenu beaucoup plus rare, donc ça se passe comment? Ça se passe surtout par le bouche à oreille, parce que on dit qu'on cherche ce matériel-là, que ce soit à nos visiteurs, que ce soit aux gens qu'on connaît, que ce soit à notre famille. Donc beaucoup de gens savent qu'on cherche ce type de matériel. Donc on nous ramène des informations, bonnes ou mauvaises, après à nous de les creuser. On prospecte également, donc par exemple en ce qui me concerne, dans le cadre de mon travail, j'ai l'occasion de me déplacer. Donc si sur mon chemin je rencontre une carrière ou une scierie, ben, je vais voir, je vais demander s'il n'y en a pas. Et puis on a fait aussi de la prospection type écrit, c'est-à-dire à partir du moment où on savait qu'il y avait une mine quelque part, ou qu'on savait qu'il y avait peut-être une carrière, ou peut-être du matériel, alors on écrivait. Alors bon, une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 10 lettres, 20 lettres, sur 20 lettres peut-être 19 sans réponse, et puis une avec une réponse. Si nous avons récupéré pas mal de matériel SNCF qui ne sert plus absolument, si nous ne l'avions pas récupéré, il aurait été certainement détruit. Nous avons donc récupéré, même dans le poste d'aiguillage, on peut voir certaines signalisations de la signalisation manuelle qui existait dans les années 1930. Et là, nous avons récupéré encore pas mal de matériel à ce sujet-là, à la gare de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Ce qui nous a permis de constituer un mini poste d'aiguillage qui ressemblait au poste d'aiguillage du début du siècle. La machine que vous voyez là est la dernière arrivée de notre collection. Et elle a un grand intérêt, c'est une pièce historiquement très intéressante. Elle est de 1922 ou 1923. Elle a été construite par un tout petit constructeur qui était M. Boileau, qui était installé à Puteaux. Et elle sera restaurée dans son état tel qu'elle est là, dans son état d'origine. Alors l'intérêt, c'est tout simplement qu'elle a un moteur de C4, elle a un radiateur de 2 diaux-boutons, et elle a une mécanique à friction qu'on ne voit pas sur les autres machines. Donc voilà. Donc telle qu'elle est là, avec un look un peu particulier, elle sera restaurée comme ça et elle roulera à nouveau sur le réseau. Là vous avez une grue qui a été fabriquée par l'usine de Damary et c'est une grue à Salins. L'intérêt de cette grue, c'est son âge bien entendu. Elle est de 1876, c'est-à-dire qu'elle a plus de 120 ans. Et 120 ans après sa construction, dans son état d'origine, elle est toujours capable, simplement avec la force de 2 hommes aux manivelles, donc 2 hommes simplement sont capables de lever 6 tonnes. Et ceci, 120 ans après la construction de la machine. Voilà donc pour ce matériel. Et toujours en voie normale, vous avez de l'autre côté un locotracteur qui pèse quand même la bagatelle de 18 tonnes. Et est attelé à 3 voitures de voyageurs. Donc la première, c'est une voiture de la Compagnie de l'État. Elle est de 1923. Juste derrière, une voiture beaucoup plus ancienne qui est une voiture de Dietrich de 1898. Et pour terminer, la voiture du métro. Eh bien, je vous amène ici dans la voiture du métro. La voiture du métro donc est arrivée dans la Sarthe et l'épopée n'a pas été simple. On n'avait pas résisté à la tentation d'acheter cette voiture de métro que la RATP nous proposait pour 100 francs. Ramener une voiture de métro pour 100 francs, c'était quand même extraordinaire. Le seul problème, c'est que cette voiture fait 16 mètres de long et pèse 20 tonnes. Donc pour la ramener de la porte de la Villette à l'endroit où elle repose aujourd'hui, eh bien, il a fallu 5 jours aux bénévoles parce que nous n'avions pas les moyens de nous acheter un transporteur spécialisé, donc on a été obligé de se la transporter nous-mêmes. Alors on a emprunté un porte-engin, on a été la charger porte de la Villette, donc pour la charger il a fallu faire une rampe inclinée avec des traverses, avec des rails, avec des tire-forts, on l'a montée sur le porte-engin. Ça dépassait par derrière, ça faisait 5 mètres de haut, donc tout ça, ça a déjà pris 2 jours, rien que pour la charger et l'amener jusque dans la Sarthe. Le gros problème ensuite, c'est que pour venir jusqu'au site où nous sommes en ce moment, c'est un petit chemin campagnard de 2 mètres de large et le porte-engin n'a jamais pu arriver jusque là. Donc pour pouvoir l'amener, on a eu beaucoup de misère, on l'a déchargé sur le chemin
à environ 1 km d'ici. Et puis ensuite, on construisait 4 mètres ou 5 mètres de rails, on avançait avec un tracteur agricole la voiture du métro, et on démontait 5 mètres de rails qu'on ramenait devant. Ça a duré 2 jours, et la mettre en place ensuite, la mettre comme elle est en ce moment, plus ranger tout ce qu'on avait pu déplacer. 5 jours entiers, du départ porte de la Villette, arrivé ici, et entièrement bénévole. Donc voilà l'épopée du métro, ce qui a fait dire à certains que c'était un vieux métro qui voulait surtout pas venir en retraite à la campagne. Là où nous sommes installés, nous sommes propriétaires. Nous ne pouvions pas installer un tel réseau de chemin de fer chez d'autrui, et il fallait être chez soi. Donc on a acheté ce terrain-là, nous sommes propriétaires, nous payons des impôts à la commune, nous sommes chez nous, et c'est pour ça que nous arrivons à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. C'est-à-dire que l'association a commencé avec le plan d'eau, avec l'argent gagné sur les activités du plan d'eau à l'époque, pédalo, etc. Donc on a pu acheter un premier terrain pour monter le premier petit chemin de fer. Et puis au fur et à mesure que l'argent a été mis dans la caisse, on rachetait des terrains, puisqu'on a la chance, ou la malchance, mais je pense que c'est une chance pour nous, d'être dans du terrain marécageux, qui n'est inexploitable pour rien. C'est-à-dire qu'on ne peut ni en faire de la culture, ni en faire des pâturages, ni en faire de l'exploitation forestière. Donc en fait, il n'intéresse personne. Alors les propriétaires les différents propriétaires qui ont ces terrains-là, ne voient jamais problème à nous céder des parcelles marécageuses qui ne conviennent à rien. Et en plus, bon, ça permet aussi à l'association d'acheter ça, parce que les prix pratiqués sont évidemment faibles, puisque c'est des terrains qui ne peuvent rien donner. Comme ça n'intéresse pas grand monde d'acheter du marécage, nous, ça nous intéresse. Parce que c'est la vie sauvage, la vie des chemins de fer d'autrefois, où les petits chemins de fer passaient n'importe où, à travers champs, le long des routes, dans tous les azimuts. Parce que dans un marécage, on fait des fossés, 2 fossés parallèles, et la terre de ces fossés-là sont remises sur le centre, ce qui nous permet de faire une plateforme. La plateforme étant formée, nous attendons son assèchement, et à partir de là, nous avons la possibilité d'installer notre voie ferrée. C'est comme ça qu'on opère. Actuellement, on a environ à peine, enfin un petit 3 km de voies de montée. Quand je dis 3 km, c'est y compris les voies de garage, de service, les 3 réseaux qui s'imbriquent, etc. Donc on a environ 3 km de voies en tout de montée, avec, comme vous avez pu le constater, au moins 2 réseaux en état de fonctionnement voyageurs, d'autres qui ont été plus ou moins abandonnés, et puis avec surtout des projets, parce qu'on a pour l'intention d'en rester là. On a ce projet d'agrandissement qui sera vraisemblablement mis en route courant, peut-être on pense acheter les terrains dans l'hiver 2000-2001. Et ensuite, eh bien, en fonction du travail que nous avons à faire, c'est surtout au niveau sécurité et au niveau aménagement, eh bien, en fonction de ça, nous avons, disons, du matériel en réserve qui nous permettra d'agrandir le réseau d'au moins 1 km.